tous et bienvenue dans ce nouveau webinaire 30 minutes, c'est le temps nécessaire pour digitaliser votre premier processus. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat à la droite de votre écran et je vous laisse avec notre expert Christophe. Merci, écoutez, bonjour à tous, merci de nous rejoindre pour ce nouveau webinaire donc consacré au processus. Et on va essayer de vous montrer comment finalement on peut rapidement mettre en place un nouveau processus. Bien entendu, on va faire des choses assez simples, mais c'est pour vous convaincre un petit peu sur l'utilité de ce type de technologie, comment on peut, à partir d'une modélisation, très facilement rendre opérationnelle une première application. Au travers donc, de ce petit webinaire extrêmement pragmatique aujourd'hui. Donc, en quelques mots, quand même, je vais vous présenter qui nous sommes. Donc, Efalia, on est donc éditeur de logiciels, on exerce cette activité maintenant depuis de nombreuses années, puisqu'on existe depuis plus de 40 ans. Et notre métier, c'est vraiment la dématérialisation des documents et des processus d'entreprise. Et pour cela, on offre une panoplie d'outils assez large qui couvre aussi bien le domaine de la production de documents au travers des solutions d'éditique, la gestion documentaire, donc au travers de solutions de gestion électronique de documents, qu'on appelle aussi les GED, solutions de BPM, ou de Business Process Management, c'est comment faire circuler l'information en fin de compte au sein de l'entreprise, et c'est un petit peu l'objet aujourd'hui de notre webinaire. Bien entendu, des solutions aussi de signature électronique, puisque quand on parle de process, de documents, à un moment ou à un autre, on va les signer. Et comme on interagit aussi avec des tiers, et pour cela, on propose aussi un portail de diffusion ou ce qu'on appelle plus largement de gestion de la relation usager pour assurer des relations avec des tiers qui ne sont pas forcément dans votre organisation. Alors, je vais vous passer quelques slides. Donc, l'idée, c'est de vous donner un petit peu le contexte de l'utilisation de ce type de technologie concernant, donc, comme on l'a dit, la réalisation, la modélisation et l'exécution de processus au travers de plateformes. Et puis, on va surtout passer pas mal de temps sur cette démonstration afin que vous puissiez voir concrètement à quoi ça ressemble et comment on peut rapidement, finalement, mettre en place un premier processus au sein de votre organisation. Alors, je vais partager mon écran. Toc, toc, toc. Maë, tu peux me confirmer que tu vas bien en écran? Oui, c'est parfait. C'est super, voilà. Alors, ce qu'on constate, nous, généralement, et je pense que vous allez vous retrouver dans ce schéma, c'est qu'une organisation aujourd'hui, donc une entreprise, vous avez forcément des logiciels intégrés, type ERP, si vous êtes dans le domaine industriel, par exemple. Vous avez aussi, bien entendu, des solutions plutôt verticales qui couvrent certains domaines, la compta ou bien les RH, etc., etc. Et puis, éventuellement, quelques développements spécifiques qui couvrent d'autres domaines parce que ni les logiciels intégrés, ni vos solutions verticalisées ne couvrent ces besoins. Voilà. Et puis, ce qu'on retrouve aussi chez bon nombre de nos clients, et puis je pense que chez vous aussi certainement, c'est du fichier Excel, et puis des fichiers Excel pour suivre l'activité, pour finalement essayer de combler certains manques qui existent dans votre système d'information, fichiers Excel, et puis beaucoup d'envois de mails pour couvrir des processus qui ne sont pas couverts par votre système d'information. Et donc là, on va se retrouver avec des fichiers, autant de colonnes que j'ai de zones à saisir, et puis autant de lignes qu'il y a finalement de processus à suivre. Alors, quand on est sur un process, deux data à saisir, ça peut encore aller, mais lorsqu'on est sur des process un peu plus complexes, qui nécessitent beaucoup d'intervenants, qui vont aussi nécessiter un petit peu de confidentialité sur certains aspects en termes de saisie, lorsqu'on veut gérer de la traçabilité, etc., on se rend vite compte que finalement ces outils-là ne sont pas du tout adaptés et que l'on peut faire bien mieux. Et c'est ce qu'on va vous expliquer finalement dans le cadre de ce webinaire. Parce que, je viens de le dire, usage massif de ces outils bureautiques, bon, en termes de productivité, c'est pas top puisque c'est très chronophage, il faut saisir des fichiers, retrouver les fichiers, saisir des cellules.
en prenant bien garde que celui qui a saisi avant, on n'efface pas ce qu'il a saisi, etc., etc. Un suivi qui est bien entendu délicat et difficile parce que une fois que vous avez envoyé votre email et que cet email a été transféré à une personne, vous ne savez pas du tout où ça en est, qui l'a traité, quand est-ce qu'il va le traiter, etc., etc. Si ce n'est de prendre votre téléphone, de l'appeler, de le surcharger, etc., etc. En termes de sécurité, ce n'est pas non plus mieux, puisque gérer des verrous sur des cellules, c'est pas évident. Gérer des règles de visibilité, qui peut voir quoi, à quel moment, etc., c'est pas simple non plus. Et puis, on va se rendre compte qu'on a pas mal d'applications qui vont être un petit peu dans le shadow IT, ou qui échappent un peu à l'informatique. Et donc, en termes de sécurité, c'est pas top non plus. Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir vous proposer? Eh bien, on propose une plateforme qu'on appelle plateforme de BPM ou de Business Process Management, qui est dans une approche très low-code ou no-code. En gros, c'est de pouvoir réaliser facilement des applications métiers sans avoir à développer quoi que ce soit. L'idée, c'est on ne fait pas de code, on va définir des processus, on va définir des règles de gestion, des formulaires, on va définir aussi la façon dont on va s'intégrer avec le système d'information, et aussi comment on va piloter ce process. Quels sont les tableaux de bord que je veux mettre à disposition de mes utilisateurs. Donc ça, cette plateforme Worky permet de couvrir l'ensemble de ces fonctionnalités, vous permettant ainsi de partir d'une idée. Vous avez besoin d'outiller, d'instrumenter un processus qui n'est pas couvert par notre système d'information. On va démarrer par cette étape de modélisation. Ensuite, quelles sont les informations dont j'ai besoin pour pouvoir couvrir ce process, formulaire, etc., etc. Et puis, on est vraiment dans une approche itérative où, à chaque étape de ce développement, bien entendu, on va pouvoir itérer, valider, montrer des choses à l'utilisateur, puisque l'idée générale derrière tout ça, c'est que l'utilisateur, donc le métier, soit au cœur du développement de cette application et qu'il ne soit plus un simple spectateur, si je puis dire, où il va d'un côté rédiger une expression de besoin et ensuite ça lui échappe complètement puisqu'on va rentrer dans un funnel de développement. Là, non, pas du tout. C'est vraiment une implication très très forte entre le métier et éventuellement l'IT pour aboutir à une application métier. Alors, sur la plateforme Worky, on ne va pas partir de zéro, puisqu'on propose déjà un catalogue de processus prêts à l'emploi, si je puis dire, mais qu'on va pouvoir bien entendu personnaliser en fonction de vos attentes, que ce soit des processus de gestion de contrat, de ticketing, dans le domaine de la qualité, tout ce qui touche aux non-conformités, audit, etc., plus des applications plus côté administratif, type parapheur ou courrier, par exemple. Point important, je vous ai cité tout à l'heure que Efalia a une offre très large en termes de solutions de dématérialisation des documents et des processus, et bien entendu, ces briques logicielles s'intègrent parfaitement dans notre écosystème pour pouvoir coopérer typiquement avec une brique d'éditique. Typiquement, vous avez un processus permettant de gérer des contrats. À un moment ou à un autre, vous voulez éditer un contrat, donc sortir un document de la plateforme, eh bien, on a cette possibilité de composer à la volée de nouveaux types de documents qui vont reprendre tout ou partie des informations saisies, plus des templates qui ont été dessinés au travers de notre plateforme éditique. Le stockage aussi de notre système de GED, une coopération dans les deux sens avec la GED, diffusion au travers de notre portail de gestion de la relation usager. J'ai parlé aussi de la signature électronique, donc on peut tout à fait embarquer dans le cadre d'un process des phases de signature de documents. Et puis, si certains documents sont sensibles, on fait l'objet, par exemple, d'une signature, on est capable aussi de déposer ces documents dans notre coffre-fort numérique, qui est notamment certifié par la FNOR. Donc, le BPM, c'est une brique parmi d'autres pour pouvoir construire des applications métiers qui vont être en capacité de conjuguer d'autres
briques logicielles de la suite Effalia. Je vous propose qu'on passe à la démonstration, c'est un petit peu l'objet de ce webinaire, pour que vous puissiez voir concrètement comment passer d'une modélisation à une application. Je n'ai pas la prétention ici de faire un process complexe, mais l'idée c'est de vous mettre un petit peu en évidence le principe de cette modélisation. Alors, Maë, tu peux me confirmer qu'on voit toujours mon écran? Oui, oui, on voit bien. Ok. Donc là, je vais ouvrir mon outil qui s'appelle Working Designer, qui va nous permettre de modéliser des processus. C'est un outil extrêmement simple, vous allez voir. Hein, l'idée, c'est, avec le métier, donc ceux qui connaissent le process, eh bien, c'est de construire une application. Donc, on va faire un nouveau projet qu'on va appeler mon webinaire, par exemple, le processus. Webinaire. Voilà. Donc là, on a un petit peu face au syndrome de la page blanche, si je puis dire, mais comme je vous l'ai dit, on peut tout à fait s'appuyer sur des processus existants si vous souhaitez pas partir de la page blanche. Donc on va créer ensemble une première procédure. Imaginons qu'on souhaite valider, par exemple, une intervention technique, une validation d'une demande technique. Donc là, l'idée, c'est de représenter une procédure qui va permettre, entre quelqu'un qui fait une demande technique jusqu'à sa résolution, par exemple. Donc pour cela, on va proposer une bibliothèque graphique nous permettant de dessiner ce process. Donc on va avoir des gens qui vont faire des demandes, on va appeler ça des demandeurs. Derrière, une fois que la demande est faite, on va passer sur un support niveau 1, par exemple, qui est en charge de qualifier cette demande technique, et puis, si besoin, un responsable technique que l'on va mettre dans la boucle. D'accord? Donc là, 3 rôles qui ont à intervenir dans cette procédure. Donc, un utilisateur peut bien entendu jouer différents rôles, et un rôle peut être joué par différents utilisateurs. Donc, une fois que ces profils sont définis, on va s'interroger maintenant sur quoi ils vont travailler. Donc, le demandeur, on va lui mettre à disposition un type d'objet qui s'appelle une fiche technique, et cette fiche technique d'intervention, une fiche incident. Et cette fiche incident va devoir être renseignée par notre demandeur. Donc là, je crée l'opération, je vais renseigner. Vous voyez que vous êtes libre sur le vocabulaire, vous allez donc décrire graphiquement l'histoire de ce processus. Donc la fiche incident qui au départ est vierge sera donc renseignée par le demandeur. Et une fois qu'il aura renseigné sa fiche, eh bien, tout simplement, je vais préciser quel est le nouveau statut de ma fiche. Je vais dire que ma fiche avait maintenant renseigné. Donc l'idée, c'est vraiment de définir le cycle de vie de plusieurs types de documents au sein d'un ou de différents processus. Une fois que c'est renseigné, eh bien, mon support niveau 1 va par exemple qualifier l'incident. Lui va qualifier une demande qui a été préalablement renseignée par le demandeur. Là, on va pouvoir imaginer plusieurs cas de sortie possibles. Soit cette fiche incident est incomplète, il manque des informations pour pouvoir y donner suite. C'est un premier cas de figure. Soit cette demande est directement traitée par le support niveau 1, ou bien on va demander l'avis d'un responsable technique, et là, pour avis. Vous voyez que je suis libre de représenter les points d'entrée, les points de sortie, etc. Si elle est incomplète, en revanche, je vais demander à mon brave demandeur de pouvoir compléter sa demande, et lui complétera une demande qui a été jugée incomplète par le support. Et à nouveau, on va pouvoir la renseigner. Ou bien, j'ai envie de préciser sur cette demande que finalement, il peut éventuellement l'annuler. Donc là, rien ne m'empêche d'avoir un statut ici intermédiaire pour dire soit la fiche elle va avoir 2 statuts possibles, soit elle est complétée, une première possibilité, soit finalement, on considère que le support a raison, la demande que je viens de faire
n'est pas du tout en phase avec les exigences de l'entreprise, et je préfère l'annuler. En revanche, si je l'ai complétée, eh bien, je vais la retourner pour qu'à nouveau, elle soit qualifiée par le support niveau. Ce qui fait que le support pourra qualifier aussi bien des demandes renseignées que des demandes complétées. Et si c'est pour avis, eh bien, dans ce cas-là, le responsable technique va analyser l'incident. Lui, il va analyser donc un incident qui a été jugé pour avis de la part du support niveau 1, soit eh bien, le responsable technique sait traiter l'incident dans ce cas-là, pas dans le statut traité, soit c'est un petit peu plus compliqué que prévu, et il va falloir par exemple mener un plan d'action pour action. Voilà comment on peut très facilement définir ce premier processus. C'est très graphique, très compréhensible par le métier, puisqu'on est vraiment centré ici sur le métier, avec 3 types d'objets, le rôle joué par les personnes, sur quel support ils vont travailler, quelles sont les opérations qu'ils doivent faire. Et ensuite, on va définir donc, le cycle de vie de ces différentes actions au travers donc l'état d'avancement de mon process. Une fois que ça c'est fait, je suis très content, je vais pouvoir enregistrer mon projet. Après, je peux me dire, voilà, cette procédure n'est pas toute seule dans son coin, elle va s'inscrire dans un processus beaucoup plus large. On va appeler ici une gestion des interventions et des incidents. Et donc, dans ce process, je peux tout à fait utiliser ou réutiliser les procédures que j'ai déjà définies. Donc, on va dire que dans ce processus, il y aura d'une part la validation d'une demande technique. Donc, si je zoome cette boîte, je retrouve la procédure que je viens de faire à l'instant. Quand je remonte au niveau supérieur, je vais remonter au niveau du process, ce qui me permet d'avoir une vision un petit peu plus globale de mon processus, avec sa répartition en termes de procédure. Moi, ce qui m'intéresse, c'est si cette procédure met à disposition, donc, par exemple, une fiche d'incident qui a le statut pour action. Donc là, vous voyez que mon dictionnaire s'est enrichi à l'aide des termes que j'ai déjà créés. J'ai une certaine cohérence qui est assurée par le logiciel. Donc si ça sort de cette procédure, eh bien, je vais enchaîner sur une nouvelle procédure, par exemple, de traitement de l'action. Et maintenant, je vais pouvoir préciser qui fait quoi dans le traitement de l'action. Donc, à nouveau, je vais pouvoir zoomer cette procédure. Comme elle n'existe pas, eh bien, hop, ça l'a créé ici, traitement de l'action. Et comme tout à l'heure, je vais pouvoir replacer des rôles. Soit je réutilise des rôles qui existent déjà, soit je crée un nouveau rôle de technicien qui, à partir de cette fiche incident pour action, va ici traiter l'action, traiter l'incident. Et en sortie, eh bien, je vais pouvoir dire que ma fiche incident, donc là, je peux tout à fait réutiliser aussi un état qui existe déjà, qui est traité. Donc voilà concrètement comment on peut faire notre première petite procédure. J'enregistre. Une fois que ce cycle de vie est défini, on va maintenant s'intéresser au contenu. Quelles sont les informations que je souhaite faire porter par mon processus afin que certains puissent saisir des informations. Donc, je vais pouvoir associer à ma fiche incident ce qu'on appelle des formulaires. Donc là, on va faire un premier formulaire qu'on va appeler le formulaire du demandeur. Et dans ce formulaire, pareil, j'ai à ma disposition un certain nombre d'objets graphiques me permettant de composer, donc de construire ce formulaire exactement comme je souhaite. Donc on va regrouper des informations au travers de sections, informations générales sur l'incident, par exemple, avec ici une petite table composée du nom du demandeur. On va mettre un champ date ici, date de l'incident, par exemple. Une description. On va mettre en dessous détail de l'incident.
Éventuellement, on peut mettre une pièce jointe, PJ, etc., etc. Vous avez des boutons radio, cases à cocher, liste déroulante, j'en passe et des meilleurs. D'accord? Donc là, vous pouvez vraiment construire des processus simples et complexes, bien entendu, et puis des formulaires que vous allez pouvoir agencer exactement comme vous le souhaitez, comme vous pourriez le faire avec d'autres outils, sauf que là, on va gérer très très finement la data, dans la mesure où, chaque champ est porteur de propriété, donc je peux dire que le nom du demandeur, par exemple, va être initialisé à l'aide de la connexion de l'utilisateur provenant de son LDAP. Donc là, eh bien, j'ai à ma disposition toute une bibliothèque de fonctions, un peu comme des macros Excel, si vous voulez, me permettant d'agir sur mon moteur. Donc si je prends la variable username, par exemple, ça va me retourner l'identifiant de l'utilisateur. Je n'ai pas besoin de le ressaisir. Par conséquent, je vais dire que le nom du demandeur ici, eh bien, je vais le mettre en lecture. Il n'y aura pas besoin de le saisir, ce sera directement initialisé. La date de l'incident, on peut aussi mettre, on va le laisser en lecture-écriture. En revanche, on va quand même l'initialiser avec la date du jour. Pareil, j'ai une autre fonction qui s'appelle now, qui va me permettre d'initialiser ce chiffre. Alors, je peux faire du calcul. Donc, voilà, on peut vraiment faire des choses extrêmement riches et complexes à l'aide de ce langage, nous permettant donc de récupérer tout type d'informations. Voilà, donc là, on a fait notre premier, on pourrait dire que le détail de l'incident est un champ, par exemple, obligatoire à la session, simplement. Revenons à notre procédure. Donc, on a associé à cette fiche incident un premier formulaire qui s'appelle le formulaire du demandeur. Mais rien ne m'empêche de créer un second formulaire, on va appeler ça formulaire de traitement, par exemple. Et dans ce formulaire, eh bien, on va avoir toujours pareil notre section qui sont des informations générales sur l'incident, sauf que je vais dire que tout ce bloc va être en lecture. C'est-à-dire qu'au sein de ce formulaire, je ne pourrai pas modifier les informations qui ont été saisies au sein de cette section. Et puis, je vais rajouter ici une nouvelle section qui va s'appeler par exemple zone de traitement, qui va être composé ici d'un champ observation. Voilà. Donc je vais pouvoir ici avoir une zone de commentaires. Et ce que je veux, c'est que finalement ce champ-là puisse être historisé, c'est-à-dire qu'à chaque fois que quelqu'un va modifier ce champ, on puisse avoir la trace de qui a modifié quoi. Donc d'avoir la traçabilité des modifications de valeur de champ. Donc on va dire que ce champ est historisé, on a cette possibilité dans l'outil, et puis on va rajouter ici un autre champ qui va être un petit peu l'historique des observations. Voilà. Ce champ va être en pure lecture, c'est-à-dire qu'on ne pourra pas le modifier. Voilà. En lecture seule. Et ce que je vais préciser simplement, c'est que ce champ va être le réceptacle de l'ensemble des modifications qui ont été faites dans ce champ observation. Pareil, pour cela, j'ai à ma disposition donc une fonction qui s'appelle HTML history. Voilà. Et je vais dire que cette fonction va prendre en entrée, eh bien, tout simplement le champ observation qu'on a mis en amont. Donc, ce qui fait que dans ce champ, j'aurai l'ensemble des discussions qui ont été faites au travers du champ observation. Voilà, donc vous allez me dire, mais pourquoi je fais deux formulaires? Vous pouvez le comprendre, c'est extrêmement simple. Revenons sur notre process. Je dis que le demandeur, ici, renseigne une fiche incident. Maintenant, si je veux préciser finement quelles sont les informations que va devoir saisir le demandeur, eh bien, tout simplement, je vais préciser sur le lien entrant ici quel est le formulaire que je vais lui mettre à disposition. Donc là, ça va me lister tous les formulaires associés à la fiche incident. Moi, ce que je veux, c'est que le demandeur puisse saisir sa demande à l'aide du formulaire demandeur. Ensuite, quand le support niveau 1 va qualifier un incident qui a été renseigné, eh bien, cette fois-ci, lui, il ne va pas utiliser le formulaire du demandeur, mais le formulaire de traitement. Et sur cet autre lien ici, j'aurais pu préciser un autre formulaire. Ce qui fait que, en fonction du rôle que je vais jouer,
de l'opération que je vais réaliser et de l'origine de l'information, je vais être capable d'afficher plus ou moins de choses. Donc les formulaires sont complètement dynamiques d'une étape à l'autre, ce qui me permet vraiment très très finement de préciser qui peut voir quoi à quel moment. Bien entendu, si sur une opération je n'ai rien précisé, eh bien par défaut, l'outil décidera quel est le formulaire qu'il va utiliser. Pour ça, on a donc des formulaires par défaut. Donc c'est le premier que j'ai créé, mais si je veux que mon formulaire de traitement soit mon formulaire par défaut en écriture, en lecture et en archive, eh bien, je n'ai qu'à cocher ces cases-là. Du fait, donc, toutes les autres opérations utiliseront ce formulaire. Voilà, écoutez, j'espère que c'est très simple pour vous. Dernière étape, donc là, on a modélé le process, on a défini donc, les formulaires, on peut aussi définir des règles de gestion, donc je ne vais pas rentrer dans toutes les fonctionnalités, bien entendu, de l'outil, hein, en termes de règles de gestion, de vue utilisateur, etc. Donc on va extrêmement loin pour gérer du parallélisme, j'en passe et les meilleurs. Vous avez ici un exemple des différentes fonctionnalités couvertes par l'outil. Et là, je vous invite à nous contacter si vous avez des demandes un peu particulières, voir dans quelle mesure on peut, bien entendu, couvrir ce besoin, mais aujourd'hui, on n'a pas de cas qu'on n'a pas pu mettre en œuvre à travers cette technologie. Une dernière étape maintenant, c'est de donner vie à ce process. Donc, je n'ai qu'à cliquer sur ce petit bouton et de générer donc l'application. Voilà, donc là, le projet a été déployé avec succès. Ça veut dire quoi? Qu'on a traduit ce process en une application et il reste maintenant l'utiliser. Et avant de l'utiliser, il va falloir quand même que je précise derrière ces rôles-là qui joue quel rôle. Donc pour cela, je vais ouvrir un nouvel onglet et je vais aller sur cet écran. Donc, ce qu'il me reste à faire, c'est de préciser. Donc là, je vois tous les processus qui s'exécutent actuellement sur ma plateforme. Et j'en ai un, notamment, qui s'appelle Gestion des interventions et des incidents, qui est la première version du processus, en date du 1er juillet 2022 à 11h25. Donc à chaque fois que je vais modifier mon process, eh bien, j'aurai une V2, une V3, une V4. Je vais pouvoir activer, désactiver des versions, etc. etc. Donc, je fais grâce là de l'administration, mais c'est assez intéressant en termes de gestion, puisqu'on n'écrasera jamais les informations qui ont bien entendu été saisies par l'utilisateur, et chaque processus va être géré au travers d'un versionning. En revanche, ce qu'il va falloir que je fasse maintenant, c'est de préciser dans mon processus de gestion des interventions et des incidents qui peut être demandeur, qui peut être responsable technique, qui est le support niveau 1, le technicien. D'accord? Donc, derrière chaque rôle, ici j'ai un accès à mon annuaire LDAP me permettant finalement d'ajouter donc des utilisateurs à mes différents profils utilisateurs. Donc là, on va dire que le demandeur, par exemple, par Christophe, voilà, donc on peut bien entendu, comme j'ai dit tout à l'heure, affecter autant d'utilisateurs que je veux à mes rôles. Le responsable technique, je veux dire que c'est Anissé. Le support niveau 1, on va dire que c'est Valérie, par exemple. Et puis le technicien, on va remettre Christophe. D'accord? Donc moi, je limite un peu les rôles. Voilà. Donc maintenant, il suffit que je me connecte avec le profil de Christophe pour pouvoir créer ma première fiche. Donc je vais me déconnecter de la partie administration. Voilà, on va faire ça. Hop, par ici. Et je vais prendre donc le profil de Christophe. Et quand Christophe se connecte, eh bien, il a accès, donc là, il est utilisateur final, et on va avoir ici accès à l'interface standard du portail utilisateur working, permettant de voir ce que j'ai à faire. Là, j'ai une facture, par exemple, qu'il va falloir que je valide, l'ensemble des demandes que j'ai pu faire, les actions possibles, etc. Donc là, j'ai différents tableaux de bord à ma disposition, ou bien je peux accéder à des applications en particulier qui ont été compartimentées au travers de ce type d'onglet. Et ici, on va me lister les différentes
fiche que je vais pouvoir créer. Donc, on va créer ici une fiche incident avec, alors ça peut être celle-ci, j'ai plusieurs millions apparemment. Voilà. Donc là, c'est la fiche incident côté demandeur. Voilà. Donc on retrouve le formulaire tel que qu'on a pu le faire ensemble, à savoir les informations générales sur la demande. Souvenez-vous de mon formulaire avec le nom du demandeur, la date de l'incident, le détail de l'incident et la pièce jointe. Donc là, on retrouve exactement le formulaire tel qu'on l'a designé ensemble, sans la deuxième partie qui était la partie observation. Donc, je retourne ici et que j'accède au formulaire, vous voyez bien qu'on a nom, date, détail, PJ. Nom, date, détail, pièce jointe. Okay, et qui a bien été initialisé avec la variable du Donc, on a un problème avec la connexion, par exemple. Je vais pouvoir mettre une pièce jointe, donc fois je fais un glisser-déposer de documents, etc. Est-ce que j'ai quelque chose ici? Voilà, mettre un devis, donc un PDF. Et j'ai rempli mon formulaire. Ici, je l'ai à renseigner. Alors pourquoi j'ai renseigné? Eh bien, souvenez-vous, dans ma procédure, je dis que je suis demandeur, je renseigne une fiche incident, et derrière, je la passe dans l'état renseigné. Donc, le renseigné EE qui est ici, c'est exactement le renseigné EE qui est ici. D'accord? Donc là, je l'ai laissé ici pour les besoins de la démonstration. Bien entendu, vous pouvez changer complètement la cosmétique de soumission de documents, avoir vos propres boutons, couleurs graphiques, etc. Et même enlever cet état-là, puisque finalement, je n'ai qu'un choix possible. Mais pour les besoins de la démo, je l'ai laissé. Là, je dis que c'est renseigné et je soulève. Donc moi, je n'ai plus rien à faire. Si je vais sur mon panorama ici, Worky, dans ma vue à faire, je n'ai rien à faire. Et dans mes documents, je vois qu'il y a une fiche incident 997 qui est renseignée en date du 1er juillet 2022, qui est partie chez Valérie. Donc, si je me déconnecte, je me connecte avec le profil de Valérie. Eh bien, Valérie, dans sa liste à faire, on voit qu'elle a beaucoup plus de choses à faire. Elle retrouve ici une fiche incident qui est renseignée, qu'il va falloir qualifier. Et elle retrouve, bien entendu, les informations qui ont été saisies par Christophe, avec la date, son problème, et ici, en revanche, une zone supplémentaire qui est propre à Valérie, puisque Christophe, souvenez-vous, ne l'avait pas. Eh bien, je ne suis pas compétente. Dans ce cas-là, on retrouve ici les trois statuts possibles. Souvenez-vous, pareil, dans mon processus. Ça, c'était incomplet, traité ou pour avis. Incomplet, traité ou pour avis. Tout simplement. Donc là, on va dire que c'est pour avis. Et je soumets. Ça a disparu la liste de tâches de Valérie. Et on va retrouver maintenant quel est le prochain acteur. Cette fiche incident, elle est partie chez Anissé, qui jouait le rôle de responsable. Si je me connecte maintenant avec le profil d'Anissé, et bien pareil, dans sa liste à faire, il va retrouver une fiche incident qui a le statut pour avis. Il va falloir analyser l'incident. Donc là, on retrouve bien entendu le formulaire, cette section-là toujours en lecture. Et vous voyez que dans ma zone de traitement, j'ai bien le commentaire de Valérie du 1er juillet 2022 à 11h32. Je ne suis pas compétente pour répondre. Et là, OK pour moi, je passe à un technicien, etc., etc. Là, j'ai deux actions possibles. Soit je passe pour action, ou bien c'est traité. Bien entendu, mon historique s'était mis à jour. Je vois que ça a été créé par Christophe, c'était qualifié par Valérie, etc., etc. Donc, je sais exactement qui a fait quoi et quand sur le système. Voilà, donc c'est un petit peu le principe de cette solution. Bien entendu, si je reviens sur ma modélisation et que je remets à jour mon application, eh bien, j'aurai de nouveaux champs. Je vais déconnecter la partie lycée. Je pense que je vais faire mon profil là. Je vais déconnecter d'ici, ce sera plus simple. Je me remets avec le profil d'admin. Si sur ce processus, par exemple, je décide
dans mon formulaire du demandeur de rajouter ici un champ, on va appeler mon champ webinaire, par exemple. Donc, je rajoute ce champ, je redéploie l'application. Ici, à nouveau, donc Christophe se connecte pour recréer donc, une fiche incident. Donc là, on va se connecter avec le profil de Christophe. Alors, désolé, comme tout est sur mon poste, il faut que je jongle un petit peu avec les différentes connexions. Donc, si Christophe, en tant que demandeur, crée une fiche incident, on retrouve toujours pareil, mais et que j'ai bien mon champ webinaire. Donc, le système s'enrichit au fur et à mesure des modifications qu'on peut faire. Alors, bien entendu, on a ensuite des applications un petit peu plus riches. Si je vais sur cet espace de démonstration et que je me mets dans le profil de bot, par exemple, on va retrouver bien, éventuellement nos applications un petit peu splittées ici sous forme d'onglets. En fait, ici, je peux avoir des formulaires un petit peu plus complexes avec des tableaux de bord qui me sont propres, par exemple. Là, je vois pour un parapheur tout ce qui est à traiter, tout ce qui est en cours de validation de signature. Je peux avoir ici du reporting avec des ventilations, etc. Donc tout ça se construit graphiquement. Il n'y a aucun codage à faire. Là, si je veux avoir tous les parapheurs du mois d'avril, je vais cliquer ici et je retrouve les parapheurs du mois d'avril. Donc l'idée derrière tout ça, c'est vraiment de construire des applications métiers sans développement, extrêmement facilement. Ça peut être typiquement une demande d'achat. Donc si je vais sur mon applicatif gestion des achats, et que Bob veut créer une demande d'achat, il va retrouver ici un formulaire lui permettant de saisir une demande d'achat. On a ce type de tableau, par exemple, dynamique, permettant ici de faire facilement aussi du calcul sur les montants, etc., etc. Donc, les formulaires peuvent être extrêmement riches, et tout ceci est issu du même principe, à savoir, je définis un process, des formulaires, des règles de gestion, etc., etc. Voilà, donc j'en ai fini un petit peu pour cette démonstration. Vous voyez que c'est extrêmement simple. Après, la prochaine étape, si vous le souhaitez, eh bien, éventuellement, c'est d'imaginer un processus aujourd'hui qui n'est pas couvert par votre système d'information, et on peut tout à fait le maqueter. Donc là, il faut que vous puissiez nous donner un petit peu cet input, si vous voulez voir concrètement ce que ça peut donner au travers un processus qui vous pose actuellement problème. Voilà, donc j'en ai terminé pour cette présentation. Alors, je ne sais pas s'il y a des questions, et bien entendu, je suis là pour y répondre. Alors, pour l'instant, on n'a pas de questions. On va attendre 1 ou 2 minutes, savoir s'il y a des questions dans le chat, mais ça n'a pas l'air de... Écoutez, s'il n'y a pas de questions, je vous invite à finalement à suivre un petit peu le principe que je vous ai dicté à l'instant. C'est-à-dire qu'on peut tout à fait organiser une session de démonstration. Donc là, à partir d'un de vos cas, là, on ne va pas le faire en 30 minutes, mais l'idée, c'est de faire une démonstration entre 1h30 et 2 heures, où, bien entendu, on a préparé en amont cette démonstration avec vous, pour que vous puissiez voir concrètement qu'est-ce qu'on peut mettre en œuvre au travers de cette application. Si vous êtes convaincu de cette démo, on peut enchaîner derrière sur un POC, Proof of Concept. L'idée étant de partir un peu plus sur le cahier des charges et de mettre en œuvre, donc mise en expérimentation, ce type d'approche au travers un public plus large. Enfin, on vous met à disposition l'application et vous voyez, vous mesurez un petit peu ce que ça peut donner auprès de vos utilisateurs. Et puis, si vous êtes convaincu, il y a un go pour un déploiement beaucoup plus massif sur un public, bien entendu, beaucoup plus large cette fois-ci. Voilà, donc on peut avoir cette démarche un petit peu progressive, mais là, je vous invite vraiment, j'aurais bon vous faire 40 démos. Si on ne prend pas un cas concret qui vous ressemble, ça restera une démo. Là, je vous invite vraiment à nous contacter pour qu'on puisse illustrer ça au travers un exemple bien précis qui vous ressemble. Voilà, écoutez, s'il n'y a pas de questions, on reste à votre disposition. Et puis, je vous dis à très très bientôt pour un prochain webinaire. Merci Maë pour cette présentation.
et à très bientôt. Merci Christophe. On vous enverra très prochainement le replay de ce webinaire. Et comme vous l'a dit Christophe, si vous avez des questions ou besoin d'un rendez-vous avec un expert, n'hésitez pas à nous contacter à contact@efalia.com et n'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux. Je vous souhaite une très bonne journée et à bientôt pour un prochain webinaire. À très bientôt. Merci à vous.